tout de suite, partez à la découverte de l'Hôtel de Ville de Metz, élément emblématique de l'architecture du siècle des Lumières en Moselle. Histoire, anecdotes et découvertes, sacré programme avec la règle de 4, c'est parti. Le troisième élément de patrimoine de notre série 100% Metz nous emmène en plein cœur du centre-ville messin. C'est un élément bien connu de tous les habitants puisqu'il s'agit de l'Hôtel de Ville, un élément central de la vie quotidienne messine, mais aussi l'un des héritages les plus emblématiques de l'histoire royale de Metz. Un élément architectural impressionnant qui est un trait d'union entre l'Ancien Régime et la République. Alors le bâtiment de l'Hôtel de Ville de Metz, il se singularise déjà par cette belle pierre jaune de Jaumont, par tout un cadre. Il s'inscrit sur cette place d'Armes érigée sous la houlette de Jacques-François Blondel. C'est aussi un bâtiment dont la façade mérite d'être scrutée attentivement. On a des frontons avec des allégories, on a des sculptures. On a aussi le blason de la ville de Metz, blanc et noir. Puis c'est un bâtiment que j'aime beaucoup parce que c'est là que je suis allé déclarer la naissance de mon fils en 2012. Comme d'habitude, vous allez voir, nous allons explorer les lieux de fond en comble pour vous partager tout ce que vous ne pouvez pas forcément voir quand vous vous y rendez. Et on commence la visite avec l'un des plus grands connaisseurs de l'histoire messine, Philippe Brunella, historien, archéologue et directeur du musée de la Cour d'Or. Bonjour Philippe. Bonjour Timothée. Merci de m'accueillir ici. Donc là, on se trouve dans le péristyle de l'Hôtel de Ville de Metz. Alors, l'Hôtel de Ville de Metz, c'est pas un simple hôtel de ville. On est vraiment dans un symbole historique de la ville. Absolument. On est sur un des symboles du pouvoir municipal. Quelque part, on perpétue la tradition de la ville libre avec les maîtres échevins qui dirigeaient cette ville, accompagnés des 13. Et on est devant la place qu'on appelle aujourd'hui la place d'Armes Jacques-François Blondel, qui est une réalisation énormissime pour l'époque. L'époque, cher Timothée, on se situe au milieu du XVIIIe siècle. Les travaux vont démarrer en 1754. D'accord. Alors, je dis les travaux pourquoi ? Parce qu'à l'emplacement de cette vaste place d'Armes se trouvait toute une série d'éléments appartenant à l'église. L'église paroissiale Saint-Gorgon avec son cimetière, mais aussi Saint-Pierre-aux-Images, mais aussi Saint-Pierre-le-Vieux, des bâtiments conventuels, etc., etc., des maisons de chanoines. Et donc en 1954, après tout simplement que le maréchal-duc de Belle-Île ait fait un mémoire au roi de France, qui a souhaité cette place d'Armes, et non pas une place royale, on est à la même époque que celle de la construction de la place Stanislas de Nancy. Oui. Mais c'est une place royale. Ici, Belle-Île obtient l'autorisation d'exproprier, alors avec des nuances par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et il commence à faire abattre tous ces immeubles, tous ces bâtiments. C'est plus de 8000 mètres carrés de bâtiments qui sont démolis. Quand même. Avec les décombres, on va les mettre un peu partout et notamment on va créer avec une partie des décombres, la place Saint-Étienne, on va créer la place de Chambre, on va créer tous ces éléments-là en réutilisant les décombres. D'accord. Et puis il y a des incidents, des immeubles s'effondrent, les gens réussissent par bonheur à les évacuer avant qu'ils ne s'effondrent, sauf qu'un gamin se fait prendre par cet effondrement et il décède malheureusement. Aïe. Et donc nous sommes en ce milieu du XVIIIe siècle, avec des grands travaux d'urbanisme qui ont des prolongements bien au-delà de la place. Les rues alentours sont abaissées dans leur niveau afin que les chariots puissent les utiliser facilement, par exemple. Et puis une voie nouvelle est créée. Cette voie nouvelle, c'est l'actuelle rue des Jardins, qui va permettre de gagner le secteur du Pontifroy. Donc on est sur un plan d'urbanisme global dont la place d'Armes est un des éléments majeurs. Et c'était donc l'idée aussi de moderniser une ville importante stratégiquement, militairement, mais qui avait encore l'aspect d'une ville moyenâgeuse. Donc là, on en fait une ville moderne. Absolument. Le duc de Belle-Île, maréchal de Belle-Île, souhaite donner à la ville une physionomie plus contemporaine pour l'époque. Et il élargit les voies, il perce des fins de voies. On avait beaucoup de voies médiévales très étroites et en cul-de-sac. Il les perce pour les faire communiquer avec le reste de la ville. D'accord. Le maréchal de Belle-Île s'en va
et il est remplacé par le maréchal d'Estrées comme gouverneur militaire de Metz. Et là, ce dernier arrive à Metz et découvre un très très vaste espace en bordure de la cathédrale. Imaginez une espèce de terrain vague avec des façades, parce qu'on a abaissé les rues, des façades où on voit les caves qui ont été vaguement rebouchées. Et le duc d'Estrées, le maréchal d'Estrées, pardon, Timothée, le maréchal d'Estrées va demander à un grand architecte, professeur d'architecture, Jacques-François Blondel, de réfléchir et de programmer l'usage de toute cette place. Oui, parce que Jacques-François Blondel, c'est pas un architecte inconnu, il est déjà considéré comme le plus grand architecte théoricien de son temps. Mais théoricien, Timothée, tu as raison de le préciser, théoricien, il n'a pas encore réalisé, il a couché toute une série de projets sur le papier, mais il n'a pas encore réalisé véritablement de création et d'organisation. Je propose qu'on aille dans un des salons de cet hôtel de ville pour continuer notre petite discussion. Je te suis. Superbe. Voilà, un des salons de cet hôtel de ville qui est en bordure de cette place d'Armes, Jacques-François Blondel. Il était normal de la baptiser d'Armes Jacques-François Blondel pour rendre hommage à celui qui l'a conçu. Donc il a défini un grand quadrilatère, il a repris toutes les rues adjacentes et les a réorganisées, et puis surtout il a prévu l'emplacement de certains symboles du pouvoir. Et ça, c'est extrêmement important. En grand théoricien de l'architecture et de l'urbanisme, Jacques-François Blondel a la cathédrale qui existe, qui est déjà là, oui. Il dessine l'emplacement du futur hôtel de ville, mais aussi juste à côté de l'hôtel de ville du corps de garnison, qui est devenu l'office de tourisme. Qui est devenu l'office de tourisme et qui est le symbole du pouvoir militaire. La ville, en ce temps-là, est une garnison. La ville couvre Metz, la ville de Metz, pardon, bien sûr, couvre l'État, protège l'État. Et puis, à l'opposé de ce corps de garde, le Parlement. Alors le Parlement, il ne faut pas imaginer un pouvoir législatif comme aujourd'hui, avec des discussions. C'est une espèce de chambre d'enregistrement qui peut faire quelques propositions. Et donc on a le pouvoir municipal avec l'hôtel de ville, la cathédrale avec le pouvoir religieux, les deux étant assez liés. Et puis le corps de garde pour le symbole militaire et le Parlement pour une forme de symbole législatif. 4 pouvoirs symboliques qui sont réunis sur cette place Jacques-François Blondel. Mais donc on n'est pas sur une place royale, comme tu disais, par exemple par rapport à Nancy, mais on a quand même cette place qui a cette symbolique de la royauté moderne que représente le règne de Louis XV. On n'est pas sur une place royale, mais sur une place d'armes, avec cependant des symboles forts. Il s'agit pour les concepteurs, et Jacques-François Blondel, il s'agit d'affirmer très clairement le pouvoir royal, les composantes de ce pouvoir royal, dans une réunion de ces 4 composantes, l'Église, la municipalité, le Parlement et les militaires. C'est donc un dessein politique qui anime cette création. Ça n'est pas Jacques-François Blondel lui-même qui réalise l'hôtel de ville, puisque c'est Gardeur Lebrun qui est chargé de fignoler ce bâtiment qui a une façade de 100 mètres de longueur. On est dans une vision très contemporaine et complètement renouvelée de la ville. Renouvelée, mais qui reste dans cette dimension militaire, puisqu'on a aussi la place de France qui est construite dans ce XVIIIe siècle. Et là, encore une fois, on est dans cet aspect de ville de garnison. On est dans l'aspect de ville de garnison avec des besoins militaires qui sont de plus en plus prégnants. Au XVIIe siècle déjà, on avait réalisé la citadelle avec un certain nombre d'éléments pour les militaires, mais la pression et la demande et les besoins militaires s'accroissent encore au XVIIIe, de sorte que l'on est obligé d'aménager des espaces en tenant compte de ces éléments. J'évoquais les rues tout à l'heure. Oui. Ces rues trop étroites étaient totalement incompatibles avec la circulation des troupes et avec la circulation de l'intendance de ces troupes, à savoir les canons, les munitions, enfin les boulets, la poudre, etc., etc. Et donc on est bel et bien dans une ville qui se redéfinit
En aménageant des espaces verts, en aménageant des lieux de rencontre et des lieux sympathiques, mais aussi avec cette composante militaire qui est extrêmement prégnante. Et l'un des symboles de cette composante militaire, c'est le palais que le maréchal-duc de Belle-Île a voulu se faire construire. C'est bien sûr le palais du gouverneur qui est aujourd'hui le palais de justice. Absolument. Là, on est vraiment sur et aussi un symbole fort de l'architecture ici. Et une affirmation du pouvoir du gouverneur. J'évoquais une expropriation qui n'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Oui. Mais le pouvoir du gouverneur de Metz était extrêmement fort puisqu'il était le représentant direct du roi et que les décisions du roi, finalement, ne se discutent pas. Exactement, bien sûr. En tout cas, ce qui ne se discute pas non plus, c'est que Metz, au XVIIIe siècle, fait une entrée presque tonitruante dans le siècle des Lumières. Très bien. Merci encore, Philippe. Merci, Timothée. Et oui, comme vient de nous l'expliquer Philippe, l'histoire de l'hôtel de ville est ancrée dans l'histoire et dans l'évolution de la ville de Metz. Jacques-François Blondel s'inscrit vraiment dans l'urbanisme de son temps. On est au XVIIIe siècle, on est à l'époque du siècle des Lumières. Le maréchal-duc de Belle-Île d'ailleurs était un fervent adepte des idées de l'époque, de la volonté d'apporter le progrès, l'humanisme à l'ensemble de l'humanité. Donc on va réaménager, l'ancien cloître va être rayé de la carte, on va aménager cette place d'Armes avec un bâtiment de style classique, un petit peu austère. On dit souvent que la place d'Armes est très minérale, mais au final, l'idée, c'est bel et bien d'apporter de la lumière, d'aérer un petit peu cette ville et de faciliter aussi la circulation dans le quartier de la cathédrale. Il est temps de continuer notre visite des lieux avec celui qui est aujourd'hui le premier magistrat de la ville, François Grosdidier. Et c'est dans une salle bien particulière, que je n'ai pas choisie par hasard, qu'il me rejoint. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Tim. Merci, ça va et vous? Bienvenue à l'hôtel de ville. Merci. Alors ici, on est dans un lieu assez particulier, puisque je vois là tous ces noms, et ce sont en fait tous vos prédécesseurs ici en tant que maire de Metz. Eh oui, c'est là on voit le poids de l'histoire. Cette partie à cette lignée, je suis le dernier rejeton d'une lignée de plus de 400, maître échevin et maire de Metz. Maître échevin pendant 6 siècles, maire pendant un peu plus de ces 2 derniers siècles, depuis la Révolution française. Donc les maîtres échevins sous l'évêché de Metz, et puis cette longue période de plus de 3 siècles de la République messine, où le maître échevin était en quelque sorte le président de la République messine et qui avait envoyé l'évêque vivre à Vic-sur-Seille, et enlever son autorité des Messins. Et puis, à partir de la Révolution, cette liste de maires, puis sous la monarchie de Juillet, à nouveau la République, avec les 2 périodes, la première et la deuxième annexion, et puis les 4 derniers, Gabriel Aucard, avant et après la guerre, et qui était le très bon ami de mon grand-père, et cette parenthèse des maires nazis sous l'occupation et donc la deuxième annexion, et puis ensuite Raymond Mondon, Jean-Marie Rouge, Dominique Gros et moi-même. Et quand on connaît alors cette histoire de Metz, comme vous semblez bien la connaître, j'imagine que ça donne aussi une certaine pression. On se dit, on a le poids de l'histoire, vous en parliez à l'instant, le poids de l'histoire, maintenant, à moi d'assurer, j'imagine. Il y a 2 pressions. Il y a le poids de l'histoire. Quand on est dans ces vieilles pierres, de cette longue histoire, et qu'il faut que nous nous projetions dans le XXIe siècle sur les enjeux du 3e millénaire, oui, c'est une forme de responsabilité collective importante. Et puis il y a le poids du présent. Il y a les 120 000 Messins, il y a leurs problèmes de tous les jours, fait que la commune est finalement la première collectivité que l'on appelle, à qui on demande de l'assistance, un soutien, et c'est aussi une pression du quotidien. Donc il y a ce travail à la base tous les jours et en même temps cette perspective longue. Parce que la ville de Metz, c'est pas une ville comme les autres. C'est une ville qui a été libre pendant longtemps, justement, vous en parliez. Mais quand on dit libre, c'est une république, 5 siècles avant la France, et ça pendant 3 siècles. C'est ça, oui, parce que c'était vraiment, elle appartenait au Saint-Empire sans faire vraiment partie du Saint-Empire, elle avait ses propres... C'était une vague tutelle, et c'était d'ailleurs, elle était dans le Saint-Empire, une allégeance, mais elle était libre d'organisation, avec des formes juridiques très avancées par rapport à ce qui existait notamment en France. C'était ça, c'est la République libre, et qui était malgré tout francophone, Moyen-Âge, dans le Saint-Empire romain germanique. Et alors, quand on devient maire d'une ville comme celle-ci, avec autant de patrimoine dont fait partie d'ailleurs cet hôtel de ville, ça doit être aussi quelque chose qu'on garde à l'esprit constamment
Comment Oui. prendre soin du patrimoine, le mettre en avant? Ben, il y a à la fois une responsabilité, elle est financière, elle est lourde aussi, hein, parce que J'imagine. l'entretien du patrimoine coûte extrêmement cher, parfois au détriment de projets du quotidien, mais c'est notre responsabilité collective. Il faut le faire connaître. C'est aussi pourquoi nous avons le musée de la Cour d'Or, et je souhaite encore bien davantage mettre en valeur les trésors de la cathédrale, le cloître des Récollets, quoi. Mais c'est doit être en fait un musée à ciel ouvert de la Seille jusqu'au bras de la Moselle. En même temps qu'un jardin, c'est une ville verte, c'est une ville-jardin, et il y a la dimension à la fois de la nature dans la ville et puis ces vieilles pierres extraordinaires qui racontent une histoire glorieuse et qui sont un atout pour l'avenir. Quand on parle de redynamiser le centre-ville, c'est d'abord en le réenchantant, c'est à partir de ces atouts-là. Aucun centre commercial périphérique n'aura jamais ce cadre qu'offre la ville de Metz. Très bien. Alors je propose qu'on continue de visiter cet hôtel de ville en arrivant dans ce corridor, un corridor qui, là encore, on voit toute cette magnificence du XVIIIe siècle, hein, avec les boiseries et notamment ce salon qui est, je crois, le salon des mariages. Oui, tout à fait, qui est parfois utilisé en salle à manger, d'où la disposition ici, et puis qui est d'abord connu par les Messines et les Messins pour être la salle des mariages, là où ils scellent leur vie, quoi. C'est aussi ça, c'est la maison commune de tous les Messins, dans lequel on célèbre ce moment fort, ce moment qui compte dans une vie, voilà, tout. Voilà, c'est le défilé, les vendredis, les samedis, des mariés qui, avec leur famille, souvent de plus en plus nombreuses d'ailleurs, on se marie un peu moins à l'église et donc il y a davantage de monde à la mairie, donc c'est ce lieu de fête. Et c'est l'occasion de bien rappeler que la mairie, c'est pas la maison du maire, c'est la maison de tous les Messins, c'est la maison commune. Et justement, on le voit hein, sur les images de cette émission, il y a énormément de choses qui s'y passent. On a des conférences, il y a des rencontres, il y a des invitations aussi qui sont faites régulièrement ici à l'hôtel de ville. Permanent, c'est la maison commune avec ses salons assez prestigieux. Là, on est dans la salle des mariages, il y a le salon de Guise, il y a le salon d'honneur, et qui sont effectivement des lieux à la fois alors, comme peuvent l'être d'autres salles publiques, des lieux de rencontres, de colloques, de manifestations, mais avec un certain prestige que je partage, je veux dire, avec tous les Messins. Et alors, il y a un endroit, j'ai forcément envie de vous demander de nous le montrer. Mais je vous y invite dans mon bureau. Eh bien, je vous Voilà, suis. on y va. Direction son bureau donc, on traverse les couloirs de l'hôtel de ville en passant devant les statues qui trônent dans le hall du grand escalier. L'une représente la prudence et l'autre la justice. Ah bah, superbe. Donc voilà mon bureau. En fait, le mobilier, je crois, n'a pas changé depuis Jean-Marie Roche. C'est lui qui l'avait recomposé. Ouais. Vous voyez, il est resté maire tellement longtemps, 37 ans. Et puis, j'ai changé la décoration par rapport à Dominique Gros. Ouais. J'ai laissé une œuvre qu'il avait choisie. Cette œuvre, c'est Verlaine. Ah oui, Paul Verlaine, oui, Voilà, on connaît, c'est Paul Verlaine qui est magnifiquement représenté. Et d'ailleurs, j'ai enrichi d'ailleurs d'un autographe qu'un ami m'a offert. En fait, il m'a offert en disant qu'il souhaitait que cette œuvre retrouve Metz et le bureau du maire. C'est un autographe donc de Paul Verlaine. Paul Verlaine, je le rappelle, est né à Metz. Absolument. Et alors, je vois aussi des peintures emblématiques de l'histoire de Metz. Alors, deux toiles de ce grand peintre Migette. Auguste. Et j'en ai choisi deux donc, dans les réserves de la Cour d'Or, donc qui n'étaient pas exposées. Et donc, j'ai choisi deux toiles fortes en symbole, puisque la première toile s'appelle « Force de la République messine ». Et puis la seconde, en fait, représente l'arrivée du roi de France Henri II en 1552. Donc c'est la fin de la République messine qui a duré de 134 à 1552, donc un peu plus de 3 siècles, et l'entrée de Metz dans le royaume de France avant la Lorraine. Oui. Donc on voit le roi Henri II qui est accueilli. Alors on reconnaît des monuments de Metz, mais on n'arrive pas à les situer. Migette représentait les monuments de Metz, mais dans une position différente dans l'espace. Donc c'est difficile à reconstituer, à resituer.
Là, après, j'ai choisi deux tableaux, comme j'adore la mer et qu'elle est un peu loin. Donc j'ai une marine qui vient aussi des réserves de la Cour d'Or. Donc il n'y en a pas beaucoup de marines dans les réserves de la Cour d'Or. Il y en a plus au musée de Brest. Donc ça représente Berck dans le Nord. Et ça, c'est une toile que m'a offert ma fille. Et puis il y a un peintre messin que j'adore, qui est Hilaire. Voilà ce bleu et ce vert que j'ai souhaité, qui montre bien les éléments plus de notre ville de Metz, très caractérisée pas seulement par l'ocre de la pierre de Jaumont, mais aussi par le vert de ses jardins et par l'eau de la Seille, de la Moselle, du canal, du plan d'eau qui est omniprésente. Ici, un grand homme, un grand messin, donc Pilâtre de Rosiers, le premier aérostier, et dont nous maintenons la tradition avec les montgolfiades. Ouais. Il méritait d'être ici, présent en buste. Et puis, comme j'adore les bateaux, il y a Penduic, donc est moins en rapport avec Metz. Et puis, il y a les amis. Là, ça, c'est un Londine de la ville de Luxembourg, m'a été offerte par la ville de Luxembourg, qui est comme la ville de Trèves, d'ailleurs jumelée à Metz. Et nous fêterons en mars prochain, d'ailleurs, le 70e anniversaire du jumelage entre la ville de Luxembourg et la ville de Metz. Très bien. Pour terminer un certain nombre d'ouvrages qui me plaisent, et le général de Gaulle, la statue, la réduction de la stèle qui a été posée donc devant la gare, place du Général de Gaulle. Ça se comprend habituellement pour Charlemagne, qui est en fait Charles le Chauve. Oui. On est à Metz, ça nous rappelle que Metz aussi a été capitale du royaume d'Austrasie, Metz a été creusée des Carolingiens. Et puis quelques autres objets comme ce Graouli, cette façade de cathédrale réalisée à Blida d'ailleurs. Voilà. Donc beaucoup de symboles. C'est le décor de mon lieu de travail, dans lequel je suis parfois enfermé de 8h à 22h, puisque c'est mes horaires de travail, mais duquel j'essaie au maximum de sortir, parce qu'on ne peut pas non plus être maire enfermé dans son bureau, et il faut être au contact des Messins, voir les situations sur le terrain. Voilà. Donc, mais j'y passe quand même beaucoup de temps, jusque tard le soir. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous avoir emmenés aussi dans votre quotidien, ici dans ce bureau, où il y a énormément de symboles. Si je résume quand même, petit résumé, on a de la littérature avec Paul Verlaine, de l'histoire avec Auguste Migette, et ensuite de nombreux symboles qui caractérisent Metz aussi par le jumelage, par son histoire et par tout ce qui caractérise la ville. Merci beaucoup, monsieur Grosdidier. Merci. L'hôtel de ville de Metz est le plus imposant élément de l'ensemble Blondel, qui a été possible grâce aux grands travaux que le maréchal-duc de Belle-Île avait entamés quelques décennies avant le début de sa construction. L'hôtel de ville de Metz s'inscrit dans la suite un petit peu de l'ancien palais des 13, les 13 échevins, le maître échevin. Alors ce palais se trouvait à l'emplacement à peu près de l'actuel marché couvert. Aujourd'hui, l'hôtel de ville s'inscrit justement dans une volonté de se mettre un petit peu en scène, ce grand escalier qui nous permet d'accéder au salon d'honneur. Escalier d'ailleurs sur lequel on peut lire une phrase d'Ozon, grand poète de la fin de l'Antiquité qui a célébré la Moselle. Bref, on a également deux statues, une allégorie de la prudence et une autre de la justice. Tout est fait pour en imposer en fait. Bon, vous me connaissez, quand j'arrive dans un bâtiment, j'aime partir en quête des lieux un peu insolites et méconnus. Accompagnés de Léonie et de Michael, nous commençons par les sous-sols, et c'est un vrai dédale, j'adore ça. Regardez ce vieil escalier, il est aujourd'hui tombé dans l'oubli, mais j'aime imaginer tous ces gens qui autrefois l'ont emprunté. Voilà pour les sous-sols, et maintenant, grâce au pass de Michael, nous nous apprêtons à prendre un peu de hauteur. Et donc là, nous montons dans cet ascenseur, parce que oui, les bâtiments historiques ont depuis été refaçonnés avec des choses modernes, et nous montons au 2e étage, et nous allons découvrir, grâce à Michael, les combles de l'hôtel de ville. Bonjour.
Un endroit assez sombre, d'anciens bureaux aujourd'hui vacants. Et c'est là, entre deux cloisons, que se cache la petite porte qui va nous mener tout en haut du bâtiment, dans les combles. Ah bah voilà, super. Je peux? Allez-y, hein. Nickel. Poutres et escaliers, ici la quasi-totalité des éléments sont d'époque, tels que Blondel et Lebrun les ont vus à la fin de la construction du bâtiment en 1771. Les combles sont toujours des lieux passionnants à découvrir. Et puis, en montant ce petit escalier, par la trappe, j'ai la chance de découvrir une vue sur Metz assez inhabituelle. Bon, le toit mouillé et en pente me décourage d'aller un peu plus loin, mais je profite tout de même, comme je peux, de là d'où je suis, de la vue. Allez, il est temps de redescendre, on arrive au terme de cette visite de l'hôtel de ville de Metz. Et c'est de l'autre côté du bâtiment que nous sortons, de ce troisième édifice messin de notre série spéciale Metz. Alors l'hôtel de ville, c'est un bâtiment qui mérite la perle mosellane pour plusieurs raisons. La première, c'est cette façade qui en impose avec ce blason de la ville de Metz auquel je suis très attaché. C'est aussi un bâtiment au décor intérieur exceptionnel où de nombreux artistes sont venus apporter un petit peu leur petite patte dans ce monument qui reste emblématique du pouvoir et de l'importance de la ville de Metz à l'époque des Lumières. Et c'est derrière cet hôtel de ville que je vous retrouve pour clore cette émission. L'hôtel de ville, un lieu plein d'histoires et directement rattaché à la révolution urbanistique de Metz durant le siècle des Lumières. Mais remportera-t-il la perle mosellane? Ça, ce sera à vous de nous le dire. Coupé. Je veux pardon des trucs. Voilà, je sais pas comment faire moi. Attends. Pof, Tac. pof, pof, pof. Alors, Non, cher Timothée. on coupe. En fait, on est trop rapide dans le mouvement et on est... Et hop, 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 hop. Comme au hop, 18e, hein. hop. On verra bien, oui. Pour clôturer, c'était pour clore. Pardon, on va y arriver. Là, en fait, on est quand même dans des lieux... Voilà, alors elle vient de se prendre la trappe. Oui, c'est lourd, attention, hein.